Bonjour à tous. Écoutez, nous allons commencer ce Sony Call. Donc moi je suis Christophe Tapia, le directeur du développement de Sony Asset Management. Donc je suis avec Jacques, j'espère que tout le monde m'entend bien. Alors l'idée c'est qu'on va passer une petite demi-heure ensemble, on va vous parler bien évidemment de notre métier historique qui sont les marchés obligataires. Donc le gros du travail va être fait par Jacques, qui est le directeur de la gestion et le gérant de nos deux fonds Eurostratégique et Eurostratégique Plus. Dans ce chat, vous allez avoir également la possibilité de poser toutes vos questions. Donc en fait, on va laisser dérouler Jacques pendant 30 minutes et je répondrai, je synthétiserai l'ensemble des questions dans la deuxième partie. Voilà, et pour y répondre de façon groupée à la fin. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions, on tâchera de répondre à toutes les questions, en tout cas le plus possible. Si jamais il y avait plus de questions, comme on sait globalement qui est connecté, on se permettra de vous rappeler chacun en one-to-one pour répondre à des questions s'il y avait vraiment des choses bien plus précises. Voilà. Donc je laisse la parole à Jacques. Passez une bonne demi-heure et puis n'hésitez pas à nous poser l'ensemble de vos questions. Voilà, donc ce que nous allons faire, c'est regarder où on est la croissance mondiale. Alors on va aller assez rapidement dessus, c'est surtout pour regarder derrière quels sont les taux de défaut. Ensuite, on fera un point sur l'inflation, puisque c'est un facteur important du marché des taux d'intérêt. Ensuite, on regardera le panorama des marchés obligataires. Et puis, nous terminerons par Sony, notre positionnement et où nous en sommes, ce que nous avons fait dans le fond et ce que l'on peut anticiper. Alors, lorsque l'on prend le marché obligataire, le marché de la croissance, on voit qu'au niveau de la croissance mondiale, aujourd'hui, il n'y a pas de gros soucis. Elle est estimée à 3,7 pour cette année. Probablement, elle va ralentir un peu l'an prochain, 3,3. Mais si vous regardez le graphique, vous apercevez grosso modo qu'on est dans la moyenne post-crise. Donc pour l'instant, il n'y a pas de panique spécifique sur la croissance mondiale. Et quand on prend la confiance des intervenants également, on voit qu'on se situe sur un mode moyen. Donc, anticiper des récessions l'an prochain, pour l'instant, ça n'est pas le cas. Alors, quand on regarde les zones d'un peu plus près, on voit qu'aux États-Unis, alors vous avez l'ISM manufacturier. Je vous rappelle que l'ISM manufacturier est un indicateur qui donne grosso modo la tendance à 6 mois. Ce sont des enquêtes d'opinion. Et lorsqu'on est au-dessus de 50, alors l'économie est en phase d'expansion. Donc lorsqu'on regarde le manufacturier aux États-Unis, on voit que la croissance tourne autour de 3,5 cette année. De 3 cette année, 2,5 l'an prochain, et vous voyez qu'on se situe aux alentours de 60. Donc pour l'instant, on n'a pas de signe indicateur d'un ralentissement de la croissance américaine au niveau manufacturier. Lorsqu'on regarde les services, la croissance est un petit peu plus faible, mais vous voyez qu'on se situe dans une zone d'expansion entre 55 et 60. Donc sur les États-Unis, on n'a pas de problème. Lorsqu'on regarde la Chine, la croissance, elle, dépend d'abord essentiellement des crédits étatiques. Dès que la croissance ralentit là-bas, vous avez la Banque centrale et le gouvernement qui réinjectent de l'argent. Grosso modo, on tourne à 6,6, on sera probablement à 6,3 l'an prochain, modulo les accords entre Trump et la Chine sur le commerce extérieur, sur le commerce international. Pour l'instant, ils sont en discussion, on verra si ça doit s'envenimer ou pas, mais pour l'instant, on a une croissance chinoise qui tourne grosso modo relativement bien. Au Japon, là, ça tourne grosso modo à 1% de croissance cette année comme l'an prochain. Vous le voyez sur les PMI manufacturiers, on est au-dessus de 50, mais c'est très peu dynamique, mais il n'y a pas de ralentissement prévu l'année prochaine. Quand on regarde l'Europe, on voit que cette année, on a eu un pic de croissance en début d'année, premier semestre. On voit que la croissance ralentit, donc on était à 2,2, on sera peut-être à 1,8 l'an prochain. Là encore, croissance plutôt molle, mais pas d'inquiétude particulière, avec un bémol, et je vous ai mis un graphique supplémentaire, ça concerne le moteur allemand. Vous savez que la croissance allemande est tirée par l'Allemagne en grande partie et les exportations allemandes. Or là, on voit que le commerce extérieur allemand commence à souffrir un petit peu. Vous le voyez dans les commandes à l'industrie, tant au niveau domestique
mais surtout au niveau étranger, on voit que ça ralentit. Donc pour l'Europe, c'est quelque chose à surveiller d'un petit peu plus près. Non pas que l'Europe parte en récession l'an prochain, mais elle pourrait peut-être ralentir un petit peu plus si l'Allemagne venait à baisser encore au niveau des commandes à l'industrie. Par contre, il y a un souci, ou en tout cas une zone vraiment à surveiller, ce sont les pays émergents. Alors là, le graphique est un peu différent, c'est-à-dire qu'on n'a pas mis 50 ou 55, on a moins 1 plus 1, c'est-à-dire que le 0 correspond à 50. Et dès qu'on est au-dessus, on est en phase d'expansion, et en dessous, on est en récession. En phase de contraction, plus exactement. Et là, vous voyez que les émergents, la Turquie, la Russie, la Corée du Sud, sont en train de souffrir. Si vous suivez de près, vous voyez que c'est en partie à cause de leur monnaie. Hein. Mais donc, il y a une zone à surveiller, c'est la zone des pays émergents dans l'année qui vient, et notamment, on va suivre de près le dollar pour voir si ces pays s'en sortent. Pourquoi ? Parce qu'ils sont très souvent endettés en dollars dans des proportions importantes. Alors, si on va à ce qui nous intéresse, eh bien, on s'aperçoit qu'avec une croissance qui certes va ralentir l'an prochain, mais pas dans des proportions très fortes, on a des taux de défaut qui devraient rester très faibles. On vous a mis sur ce graphe les taux anticipés par l'agence Moody's, et nous, ce qui nous intéresse, c'est la courbe grise, c'est-à-dire les taux de défaut en Europe, et vous voyez que ces taux de défaut sont quasi au plus bas, hein, y compris pour 2019. Pourquoi ? C'est toujours la même chose. Les sociétés ont beaucoup de cash. Elles ont profité de cette année, notamment en début d'année, quand la BCE était encore très présente sur les marchés, pour refinancer leurs dettes court terme, en rappelant leurs dettes court terme et en se réendettant à moyen long terme. Donc, ce qui signifie que des problèmes de trésorerie, sauf cas particuliers, les problèmes de trésorerie ne seront pas sur l'année 19 le problème majeur des sociétés. Donc, à partir du moment où on a des taux de défaut qui restent bas, pour nous, c'est un élément important dans la décision d'achat et dans les taux que l'on va acheter sur les obligations. Donc, première chose à avoir en tête, c'est ce graphique avec une croissance, certes qui va ralentir, mais pas dans des proportions qui pourraient menacer les taux de défaut. Deuxième paramètre que l'on suit de très près, c'est l'inflation. Pour des raisons évidentes. Alors là, on va regarder l'inflation dans deux zones. Un, les États-Unis, parce que là, ça peut être un sujet, et deux, l'Europe. Alors sur les États-Unis, je vous ai mis les deux graphiques, l'inflation classique et l'inflation core. Je vous rappelle, l'inflation core, c'est l'inflation sans les produits pétroliers et alimentaires. On voit sur ce graphique que l'inflation aux États-Unis est proche de 3, avec une croissance de l'ordre de 1% supplémentaire. Vous voyez, en 2018, il faut savoir que c'est essentiellement dû à la hausse des prix du pétrole et que l'on va avoir un effet de base dans les mois qui viennent négatif. Donc l'inflation classique aux États-Unis devrait ralentir un petit peu, c'est-à-dire se stabiliser vers 2,5. Ce qui nous intéresse plus, parce que c'est ce que la Fed regarde, entre autres, c'est le core CPI, c'est-à-dire l'inflation sans les produits alimentaires et pétroliers, enfin sans matières premières, et on voit que on est entre 2 et 2,5. Alors je vous ai mis que pour l'instant c'était une zone de confort pour la Banque centrale américaine, non pas qu'elle, avec une inflation comme ça, elle ne fasse rien, mais si on reste entre 2 et 2,5, elle remontera les taux comme elle l'avait annoncé, c'est-à-dire comme les marchés l'anticipent. Il va falloir surveiller une chose de très près, tant pour l'inflation d'ailleurs que pour l'équilibre des marchés financiers. J'en viens au graphique suivant. C'est l'accélération des salaires. Vous le savez, aux États-Unis, aujourd'hui, on a un chômage qui est de l'ordre de 3%, de 3,8, pardon. Et ce 3,8, 3,9, aujourd'hui, n'a pas déclenché encore d'augmentation de salaire massive. Mais vous voyez sur ce graphique que les salaires, c'est la courbe bleue, les salaires commencent à augmenter, mais surtout
plus inquiétant, ou en tout cas à suivre de plus près, les études ou les enquêtes sur les hausses de salaire à venir montrent que les salaires vont peut-être accélérer un peu plus fort. Or là, c'est important parce que si les salaires devaient augmenter plus fort, à ce moment-là, le corps inflation se mettrait à augmenter et la Fed augmenterait ses taux de manière plus rapide. Alors ça aura une influence sur le dollar, sur les pays émergents et sur la valorisation des actions, mais surtout sur le niveau des taux d'intérêt. Donc il faut surveiller de près dans les mois qui viennent l'inflation corps aux États-Unis et donc les salaires, parce que ça pourrait être un facteur, j'allais dire, de déstabilisation des marchés de taux aux États-Unis. On suivra en Europe, mais avec probablement beaucoup moins d'amplitude. Pourquoi ? Parce que quand vous prenez l'inflation européenne, vous voyez que l'inflation européenne a certes monté de 1 à 2. Là encore, la hausse que l'on a eue cette année de 1 à 2 est à 95% expliquée par la hausse des prix pétroliers. Donc l'effet de base va jouer et on va avoir une inflation qui va rebaisser un petit peu. Par contre, quand on regarde le corps inflation en Europe, on s'aperçoit que pour l'instant, contrairement aux États-Unis, l'inflation n'est absolument pas une menace et bien en deçà de ce qu'attend la BCE, puisque vous voyez qu'aujourd'hui, on est grosso modo à 1, même 0,9 en temps réel, sur les dernières statistiques connues. Donc la hausse des taux en Europe, sur les taux courts, on n'y est pas du tout. La BCE va probablement arrêter à la fin de l'année ses achats d'obligations. Par contre, une remontée des taux n'est aujourd'hui pas dans un univers prévisible, c'est-à-dire dans l'année 19, il serait très surprenant qu'avec des chiffres comme cela, on ait une hausse des taux. Donc pour nous, c'est quand même très important parce que on a le premier facteur, les taux de défaut qui sont faibles. Deuxièmement, l'inflation qui ne va pas augmenter. Donc nos deux clignotants, que sont l'inflation et les taux de défaut, pour nous, restent au vert en termes d'investissement. Alors, une fois qu'on a dit ça, on va regarder où en sont les niveaux sur les marchés obligataires, qu'est-ce que l'on peut trouver comme taux. Alors, je vous ai mis, pour fixer un peu les idées, et parce que beaucoup d'entre vous ont du fonds en euros, encore, je vous ai mis les taux à 10 ans, 5 ans et 2 ans. Donc aux États-Unis, vous voyez qu'aux États-Unis, les taux sont beaucoup plus hauts. Et si l'inflation devait partir par les salaires, le 2 ans américain serait plus proche de 3,5-4 que de 2,70. Par contre, en Europe, vous voyez que le 2 ans est toujours négatif. Le 5 ans est négatif encore en Allemagne. Et vous voyez qu'à 10 ans, on a des taux à 0,39, 0,7, même l'Espagne 1,50. Il n'y a guère qu'en Italie où on a des taux fortement positifs, tout simplement parce que la coalition aujourd'hui en place en Italie est une coalition hétéroclite et on ne sait pas trop encore ce qu'ils veulent faire. Donc il y a une prime de risque sur l'Italie, mais si on prend le corps, c'est-à-dire l'Allemagne et la France, on voit que les taux restent très très bas. Ensuite, je vous ai mis le Japon juste pour indication. Une anecdote sur le Japon, vous voyez que ça va entre moins 0,10 et plus 0,10. 42% de la dette d'État japonaise est détenue par la Banque centrale japonaise. Et je lisais l'autre jour une anecdote, ça fait le 7e jour depuis le début de l'année où il n'y a pas eu 1 centime d'échange sur les emprunts d'État à 10 ans, qui en dit long sur le marché japonais. Tout simplement parce que la banque japonaise a complètement verrouillé le marché. Donc on voit que sur les taux des emprunts d'État, aujourd'hui, le potentiel d'accélération est très faible et que ce n'est pas là-dessus que nous allons trouver de la rémunération, sauf si l'Italie devait déraper complètement. Ensuite, je vous ai mis ce que rapportent les emprunts AAA, AA, simple A et triple B, avec les maturités, et vous voyez que pour aller chercher un semblant de maturité, il faut aller chercher des obliques de 7 à 10 ans pour avoir grosso modo des rémunérations de 1. Donc pourquoi je vous ai mis ce tableau ? Parce que vous avez également l'univers de taux auquel se financent, auquel investissent les compagnies d'assurance.
pour les fonds en euros. Donc vous voyez que la hausse des taux des fonds en euros n'est pas pour demain quand vous voyez ce tableau, et c'est donc les niveaux d'investissement par maturité. Ça n'est pas notre univers. Ce qui est plus intéressant pour nous, c'est le prochain tableau, c'est celui du high yield. Alors ce que l'on voit, le premier tableau, là vous voyez que sur le high yield, aujourd'hui en moyenne, on trouve du 3, c'est arrêté à vendredi, du 3,90, et si on prend du simple B, on peut monter jusqu'à 5,20. Je vous ai mis le triple C, mais ça c'est de manière indicative parce que le triple C sont quand même des sociétés qui sont en grande difficulté. Mais dans le simple B et le double B, vous voyez qu'on trouve aujourd'hui des rémunérations comprises grosso modo dans le high yield à 4. Alors, ce 4 est à ramener au taux de défaut que l'on a vu tout à l'heure et à l'inflation. Donc ce n'est pas encore le nirvana, mais vous voyez qu'on peut quand même avoir des taux d'attente assez intéressants. Je vous ai mis en dessous la moyenne sur du triple B sur la même durée. Vous voyez que c'est du 1,20, ça va de 1 à 4, donc c'est quand même intéressant. Ce qui a été intéressant également, et vous le voyez sur ce graphique, c'est que depuis le début de l'année, les spreads de crédit, c'est-à-dire les primes de risque, se sont tendus, mais se sont surtout tendus sur le simple B, puisqu'on est monté à 5,20 alors qu'on était à peine à 3 en fin d'année. Alors que sur le double B, on était grosso modo à 2 et on est à 2,10. Donc on a eu une tension forte sur le simple B parce qu'aujourd'hui, on voit que les marchés deviennent de plus en plus fébriles et préfèrent se concentrer entre guillemets sur la qualité. Pourquoi je vous mets également ce graphique? Parce que vous allez voir, on aura tout à l'heure dans le détail ce que l'on a fait sur les fonds et vous verrez qu'on a renforcé les simples B tout simplement parce que les primes de risque ont beaucoup monté et à notre avis beaucoup trop par rapport au taux de défaut. Là, je vous ai mis un graphe depuis 2014 pour vous montrer que le main, vous voyez en bleu, ce sont les emprunts triple B. Le crossover, ce sont les emprunts high yield. Vous voyez que depuis le début de l'année, les primes de risque se tendent. C'est-à-dire que les marchés sont de moins en moins sereins. Donc, aujourd'hui, on voit une tension qui est certes légère, mais qui nous a permis, on le verra tout à l'heure, d'acheter des emprunts qui rapportaient un peu plus. Par contre, lorsqu'on prend une échelle un petit peu plus grande, on voit que la tension que l'on a sur les spreads de crédit aujourd'hui, elle est là, mais quand on prend ce qui s'est passé en 2011, même en 2016, sans parler de 2008, on voit que le potentiel de correction est quand même beaucoup plus important. Ce qui explique notre prudence aujourd'hui sur le marché obligataire. Et pourquoi est-ce que nous sommes prudents? On prend ce graphique-là, et ce graphique-là est très intéressant, enfin cet histogramme-là est très intéressant, parce que il va nous donner des indications pour ce que sera le marché l'an prochain. Vous voyez qu'en bleu foncé, cet histogramme représentait les encours obligataires. En bleu clair, les dealer inventory, c'est-à-dire les portefeuilles propres des banques et des brokers. Vous voyez qu'avant 2008, ces portefeuilles étaient très importants et permettaient, quand il y avait des vendeurs, d'absorber ces ventes et de stabiliser le marché. Qu'est-ce que l'on voit aujourd'hui? On voit qu'aujourd'hui, ça s'est complètement inversé. C'est-à-dire en bleu, les obligations en circulation ont grosso modo doublé, voire doublé et demi de volume, quand le bilan des banques et sur ce qu'elles peuvent absorber a été divisé par 4 ou 5. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'aujourd'hui, si demain il y avait des ventes sur le marché obligataire, c'est valable sur l'obligataire, mais c'est valable également sur les marchés actions. Je vous l'ai mis sur l'obligataire parce que c'est le marché qui nous intéresse. Mais vous voyez que les marchés peuvent décaler beaucoup plus par la liquidité, par des effets de liquidité, que par du fondamental. Et j'insiste bien là-dessus, parce que 2019, comme les banques centrales vont être moins là, on risque d'avoir des décrochages temporaires de marché, non pas sur le fondamental, mais par la liquidité. Alors nous, ça nous va bien, parce que ça va nous permettre de rentrer des taux importants, mais il ne faudra pas vous affoler si jamais les marchés obligataires
devait être très volatile parce que ce sera essentiellement drivé par la liquidité. Et on va prendre un exemple concret qui s'est passé il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire il y a 15 jours, sur les obligations rallye casino. Il faut bien différencier rallye de casino. Rallye a une dette aujourd'hui de 160 pour des actifs qui sont à 100. Donc un vrai souci. Par contre, les obligations casino a grosso modo entre 5 et 6 milliards de cash. Et donc ça veut dire que Casino peut aisément refinancer toutes ses obligations sans le moindre souci. Et malgré ça, comme beaucoup de gens associaient Rallye et Casino, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des obligations Casino à 3 ans à 8 de taux, ce qui est une aberration économique et ce qui est une aberration tout court. Eh bien, ça, ce que l'on voit au niveau d'une société, des aberrations, parce que ça va se corriger, on va le revoir probablement au niveau obligataire plus large. Donc, je le redis, il ne faudra pas s'affoler parce que nos clignotants restent au vert, c'est-à-dire l'inflation et les taux de défaut. Il ne faudra pas s'affoler si sur le marché obligataire, on voit des décrochages. Ces décrochages seront essentiellement dus à la liquidité et nous en profiterons. D'accord ? Donc, il faut bien avoir ça en tête. Alors, une fois qu'on a dit ça, on va regarder maintenant sur Eurostratégique et Eurostratégique Plus où nous en sommes, ce que nous avons fait et quelles sont nos réserves et notre force de frappe. Quand on prend Eurostratégique, vous voyez que le taux actuariel est de 3 et un peu plus de 4 sur Eurostratégique Plus à vendredi. On a une durée de vie très courte de 2,90 et 3,60. On a une duration qui est très faible, je ne vous l'ai pas mise là, mais elle est en dessous de 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les taux remontent de 100 points de base, c'est-à-dire de 1 point, notre portefeuille baissera grosso modo de 2%. Voilà. Donc vous voyez qu'on est quand même extrêmement défensif. On a une volatilité parce que les banques centrales sont encore là qui est proche du ridicule, parce que 1,50 de volatilité c'est extrêmement faible, une volatilité à 2 ans. À 1 an, on est même sur des volatilités de 1,25. Il faut bien avoir en tête que ces volatilités sont anormalement basses chez nous, comme sur tous les produits, parce qu'il y avait les banques centrales. Les banques centrales se retirant, la volatilité va remonter. Mais on voit qu'on part d'une volatilité de 1 et quelques, donc très très faible. Et vous voyez que nous avons 70 à 80 litres, donc des portefeuilles toujours très très peu concentrés. Alors, qu'est-ce qu'on a fait cette année? Enfin, cette année, depuis le début de l'année. Vous voyez qu'on vous a fait un tableau en haut de la feuille qui montre, grosso modo, les proportions de signatures que nous avons achetées. C'est-à-dire que nous avons acheté très peu de triple B. Pourquoi? Parce que ça rapporte 1,70 en moyenne. Alors vous allez nous dire, mais pourquoi vous avez acheté des obligations à 1,70? Parce que nous restons prudents sur le marché et il nous faut garder des munitions quand le marché va se retourner, ou plus exactement quand le marché aura des à-coups. Nous avons renforcé du double B court avec 2,30 de taux. Là encore, ce sont des achats défensifs. Par contre, nous avons commencé à renforcer le simple B. Pourquoi? Parce que vous avez vu que sur le simple B, le marché a commencé à corriger. Et donc, nous avons placé en moyenne à 4,80 pour un quart du portefeuille. On vous a mis l'exemple de 2 signatures que l'on a achetées en simple B, parce qu'on lit souvent, oui, le simple B sont des mauvaises sociétés, il faut faire très attention. Alors, on vous a mis un exemple de 2 sociétés parce qu'elles sont emblématiques des dossiers que l'on choisit. On vous a mis InfoPro. Alors, InfoPro, ça ne vous parle peut-être pas, mais si je vous dis que InfoPro est entre autres possesseur des droits et l'organisateur de Patrimonia, ça va tout de suite plus vous parler. Et Burger King, je ne sais pas si vous y allez, mais vos enfants y vont. Donc 2 signatures connues. Quels sont les points communs à ces 2 signatures? La première, c'est qu'elles ont un positionnement fort sur leur marché. La deuxième, c'est qu'elles ont des cash flows positifs,
C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va rentrer dans des périodes volatiles, le marché risque de ne pas aimer les sociétés avec des cash flows négatifs, des endettements non maîtrisés. Donc là, ces sociétés ont un endettement, certes, qui est par exemple sur InfoPro à 5, mais qui est en train de baisser parce que les cash flows sont positifs. En clair, on peut rentrer des sociétés un peu endettées, mais avec des fondamentaux très propres, très sains. Sur Eurostratégique Plus, qui est un petit peu plus risqué en exposition, vous voyez que la part de simple B est montée à 60%, parce que on a un positionnement un petit peu plus, entre guillemets, volatile. Mais on a rentré quasiment du 5 de taux. 5 de taux avec une inflation à 1 et des taux de défaut très faibles, sans être très agressif, ça se prend. On vous a mis, là encore, un exemple de deux sociétés qu'on a rentrées, Atalian et Emma. Emma, tout le monde connaît, hein, les chaînes de magasins à bas prix. Et Atalian, ce sont des services aux entreprises. Là encore, liquidité confortable, grosse présence, c'est-à-dire c'est un des leaders sur son marché, et du désendettement et de la visibilité. Voilà. Aujourd'hui, nous pensons ce n'est pas le moment de rentrer des dossiers en retournement ou des dossiers très cycliques, parce que si le marché se retourne, ces emprunts risquent de souffrir. Donc une grande sélectivité s'impose aujourd'hui, alors que pendant 8 ans, il suffisait d'acheter du risque. La Banque centrale étant là, ces dossiers-là étaient achetés. Aujourd'hui, les banques centrales se retirant, il faut acheter des dossiers très sains parce que ces dossiers-là vont moins souffrir. Deuxième chose, sur Eurostratégique, on peut se dire, mais qu'est-ce qu'ils ont fait depuis le début? Parce que il y a une inertie sur la valeur liquidative et on est grosso modo, on était vendredi à -1. Alors, ce qu'on voit quand même, c'est que le taux actuariel a monté. C'est-à-dire qu'en fin d'année 17, on était à 2,30 sur Eurostratégique, on est à 3 aujourd'hui. Alors vous allez me dire, oui, mais le taux actuariel a monté, mais la VL a baissé. Alors on a fait un calcul sur Eurostratégique et Eurostratégique Plus. Le taux actuariel a monté de 0,70. La valeur liquidative a baissé de 1,10. Eh bien, le fait qu'elle ait baissé, ça nous a donné 0,37 de plus d'actuariel. Par contre, on a commencé, du fait que vous l'avez vu, les spreads de crédit commençaient à se tendre, on a rajouté 0,30% de richesse intrinsèque du portefeuille. Alors vous allez me dire, c'est faible, peut-être, mais c'est parce qu'on attend une année 2019 chahutée. Sur Eurostratégie, qui a vocation à être un petit peu plus agressif, on a fait le même calcul, on était à 3,38, on est à 4,18, donc 80 centimes de hausse des taux. Sur ces 80 centimes, 35 proviennent de la baisse de la valeur liquidative et 45 de la richesse achetée sur le portefeuille. Donc nous n'avons pas, entre guillemets, chômé, même si de l'extérieur, sans volatilité, on se dit, il ne se passe pas grand-chose sur les portefeuilles. C'était pour vous montrer un peu ce que l'on faisait. Maintenant, la question que vous allez nous poser, c'est, maintenant on est positionné, qu'est-ce qui se passe si ce que vous dites arrive, c'est-à-dire si le marché devait avoir beaucoup de volatilité? Alors on vous a mis un positionnement, en gros notre force de frappe. Vous voyez que sur Eurostratégique, quand on prend les obligations à 2 ans, enfin de 0 à 2 ans, plus les liquidités à vendredi, on voit qu'on a 30% du portefeuille que l'on peut mobiliser. On vous a mis le taux actuariel moyen que représentent ces 30% du portefeuille, ça nous rapporte 1%. Donc vous voyez que ce n'est pas avec ça qu'on fait la perf, ça pèse sur la perf à court terme, mais vous voyez que si demain on devait vendre des obligations entre 0 et 2 ans à 1, ce serait pour aller acheter des obligations plus longues qui nous rapportent plus, et donc vous voyez notre potentiel à remettre beaucoup de valeur dans le portefeuille à stabilité de portefeuille. Et on vous a mis à côté l'encours moyen des lignes que l'on a sur le 0 à 2 ans, c'est-à-dire près de 800 millions d'euros de lignes moyennes. Ça veut dire que demain, on peut vendre ces lignes très facilement. On vous a fait le même exercice sur Eurostratégique Plus. Vous voyez, alors, comme il rapporte un peu plus, on a un peu moins de force de frappe
en cas de retournement de marché. Mais enfin, on a quand même 20% du portefeuille que l'on peut mobiliser extrêmement vite, et là encore, entre guillemets, on se priverait de 1,10% actuariel. Donc, en clair, on irait chercher des taux, si le marché devait se tendre, probablement entre 5 et 6, et on vendrait des taux très courts à 1. Donc, vous voyez le potentiel de remettre de la valeur dans les portefeuilles. Donc voilà grosso modo où nous en sommes sur Eurostratégique dans l'environnement qui est le nôtre, enfin Eurostratégique et Eurostratégique Plus dans l'environnement qui est le nôtre. Je vais repasser la parole à Christophe parce qu'il semblerait qu'il y ait une ou deux questions. Oui, alors bonjour à tous. Merci à Jacques pour l'exposé très clair comme d'habitude avec beaucoup d'informations. Alors bien évidemment, on enverra à tout le monde les slides de la présentation pour que vous puissiez effectivement vous les approprier. Si bien évidemment vous avez d'autres questions que celles qui ont été posées dont on va répondre là à l'instant, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Alors globalement, il y a deux grands groupes de questions. Il y a un groupe de questions sur quelle serait finalement la baisse d'un euro stratégique si ça chahutait un peu fort sur les marchés actions. Donc ça, c'est une question qu'on nous pose relativement souvent. Donc si les marchés baissaient très fort sur les marchés actions, est-ce qu'il y aurait une conséquence sur la valeur liquidative d'Euro Stratégique et quelle serait la conséquence globalement? Donc ça, je vais laisser Jacques répondre. Si vous voulez, grosso modo, je remets le micro. Grosso modo, si le CAC ou l'Eurostock plus exactement, devait baisser de 10, d'après les calculs qu'on a fait, l'euro stratégique baisserait environ de 1% en moyenne. Et sur Eurostratégique Plus, on serait probablement sur une baisse de 1,50 pour 10% de baisse d'action. Voilà. Et donc une autre typologie de question aussi se trouve sur suite aux exemples qu'a cité Jacques. Finalement, la question qui se pose, alors elle est évoquée de différentes manières, mais finalement c'est comment on fait pour trouver du papier. Est-ce qu'on arrive finalement à trouver des idées nouvelles? Est-ce qu'on se concentre juste uniquement sur les idées anciennes? Donc c'est un peu une idée un peu globale, Jacques, sur finalement comment on trouve du papier, comment on arrive à trouver des belles histoires ou pas, voilà, comment on travaille autour de tout ça. Alors oui, c'est une bonne question parce que aujourd'hui, on lit à juste titre un peu partout que les marchés deviennent un peu plus illiquides. Ce qui est vrai, et donc il faut aller chercher il faut avoir un panel beaucoup plus large d'obligations à disposition, c'est-à-dire une base de données beaucoup plus large. Et donc ce que l'on a fait depuis grosso modo depuis 3-4 mois, on a embauché avec nous Kevin Gamero qui est à la base analyste crédit sur le high yield, et donc avec son apport, on est en mesure d'aller chercher aujourd'hui des obligations qui ne sont pas forcément suivies par les brokers parce que peu connus, des encours pas forcément importants. Et donc, effectivement, on a étoffé notre force de frappe et donc on sera en mesure d'aller chercher des emprunts que l'on n'avait pas en portefeuille et qui ne sont pas forcément très médiatiques et très suivis par les grands brokers. Donc ça va nous permettre effectivement de trouver d'autres emprunts. Et enfin, la dernière question, et après on coupera cette conférence, c'est une question un peu plus large sur est-ce qu'on privilégie certains secteurs, certains pays dans Eurostratégique, est-ce qu'il y a vraiment des choses que l'on fait de façon spécifique sur cette partie-là? Alors, en principe, on ne regarde pas forcément une zone, on regarde d'abord une société. Maintenant, il est évident qu'il y a des zones de danger plus importantes. Si jamais l'inflation devait accélérer aux États-Unis, les taux monteraient et donc les pays émergents seraient probablement sous pression. Donc les signatures de sociétés très présentes dans les pays émergents, il faudrait regarder à 2 fois avant d'y rentrer. Ensuite, il y a 2-3 secteurs que l'on n'aime pas, comme la construction et les concessions, parce que les bilans sont opaques. Tout ce qui est très cyclique, comme on anticipe que la croissance risque de ralentir un petit peu, il faut faire attention, c'est-à-dire que je pense qu'il y aura des points d'entrée plus bas sur ces secteurs, parce que si le marché devait être plus volatile, ces secteurs seraient plus attaqués. Et enfin, les sociétés très endettées,
là le marché peut prendre peur et risque, s'il y a plus de volatilité, de privilégier la visibilité et la qualité des émetteurs. Donc tout a un prix, mais pour l'instant on est très vigilant sur ce type de société et on pense que c'est pas le moment. Aujourd'hui, il ne faut plus acheter le taux le plus élevé qui soit pour afficher un gros taux, parce que les sociétés avec des taux très élevés aujourd'hui risquent de souffrir un peu demain si les marchés sont adverses. Pour continuer sur ce que vient de dire Jacques, pour rappel, pour ceux qui auraient éventuellement oublié, sur ce Euro stratégique ou ce Euro stratégique plus, nous n'achetons que des obligations qui sont émises en euros. Donc tout risque de change potentiel, même si on parle d'obligations qui peuvent être émises par d'autres pays que la zone euro, la monnaie utilisée c'est l'euro, donc il n'y a pas d'autres problématiques. Voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Il y a eu d'autres questions, mais il faut à un moment donné qu'on coupe cette conférence, donc on n'hésitera pas à rappeler ceux qui ont posé d'autres questions. Donc merci beaucoup à vous et à très bientôt. En tout cas, pour ceux qui seront sur Patrimonia, on sera ravis de vous accueillir, Jacques et moi, pour avancer sur différents sujets. À bientôt.